Yes, parfait. Bah, écoutez, rebonjour à toutes et tous. Merci d'être venus un peu moins nombreux aujourd'hui sur la session de 9 heures que celle d'hier et encore moins de celle de la semaine prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est hyper sympa et encourageant sur ce nouveau format de contenu. L'idée, c'est de vous montrer à travers euh, 3 petits cas d'usage comment bien utiliser ChatGPT dans le contenu, mais aussi de vous montrer les bonnes pratiques en amont pour arriver à bien lui parler, parce que c'est hyper important d'arriver à utiliser un langage assez clair, spécifique et précis afin de donner des bonnes indications à notre ami chat. Parce que très souvent, j'entends dire des gens, non, mais ça marche pas, c'est pas bien, le résultat n'est pas top. Mais en fait, non, c'est vous qui ne lui donnez pas les informations adéquates ou assez précises pour qu'il vous apporte une réponse assez précise. Donc, je vais vous donner quelques bonnes pratiques et revenir un peu aux fondamentaux avant d'attaquer les 3 cas simples d'usage. Juste avant, pour me présenter en 1 minute 30, moi, je suis Yannick. Certains d'entre vous me suivent déjà sur les réseaux ou autres. Moi, je suis entrepreneur depuis 2003. J'ai eu plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et ma dernière activité, j'étais patron d'une agence SEO, SEA, donc d'acquisition de trafic, Brioude, pour ne pas la nommer. Et voilà, mes kiffs, mes passions, mes hashtags, on va dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est le market digital. Aujourd'hui, j'accompagne des boîtes dans leur stratégie digitale globale. J'accompagne les boîtes dans leur digitalisation, les bons outils, les bons process, la bonne manière de raccourcir en fait leur process. Et la dernière case qui est l'automatisation. Une fois on a digitalisé, le but c'est d'automatiser. C'est aussi ce que je vais vous évoquer dans ce webinaire. Donc, on attaque. Donc, quelques bonnes pratiques, effectivement. Après, je vais vous parler de la rédaction, quelques types de contenus. On va aborder des pages, on va aborder un post LinkedIn, on va aborder des rédactions d'emails. Et puis après, je vais vous évoquer aussi le potentiel de ChatGPT quand on arrive à le caler avec de l'automatisation. C'est un peu plus technique, mais c'est juste pour vous ouvrir les chakras, pour vous dire qu'on pourrait industrialiser un certain nombre de process. N'hésitez pas, la fenêtre de chat est ouverte. Je prendrai les questions à la fin de chaque partie pour être sûr de bien comprendre. Donc, je vais vous donner 9 bonnes pratiques. La première, c'est le contexte. Arriver à contextualiser votre prompt. Le prompt, au cas où, c'est le message, c'est l'information, c'est le brief que vous allez donner à ChatGPT. Et dans le contexte, j'ai noté 4-5 trucs assez simples. C'est de lui dire le lieu, la cible éventuellement, si vous adressez une cible particulière, on va le voir sur les cas d'usage de l'emailing. Est-ce que c'est dans le cadre d'un événement? Le niveau, c'est quoi? Je vous donne un exemple très précis. J'ai mon fils qui est en 6e et qui est un élève moyen. Et quand il demande à ChatGPT de lui faire des résumés de livres ou de rédaction de je ne sais pas quoi, il dit je suis un élève de 6e d'un niveau moyen. Voilà, pour que le mec fasse un peu de faute, ne soit pas excellent. S'il a un 19, ça sera un peu trop vu. Voilà, la notion de niveau est aussi hyper important. Donc, c'était pour la petite anecdote. Et salut Eric. Et dans la notion de contexte, vous pouvez aussi lui dire que vous écrivez un contenu en français, le traduire en anglais ou l'inverse, ou lui dire telle est la langue sur laquelle je vais choisir. Donc, premier élément à lui donner, c'est dans quel cadre vous lui faites cette demande. C'est la partie contexte. La deuxième chose que vous pouvez lui donner, c'est l'action sur laquelle vous souhaitez qu'il agisse. Donc, est-ce que vous voulez faire un article de blog? Est-ce que vous voulez faire un post LinkedIn dans le cas du webinaire aujourd'hui du contenu? Est-ce que vous voulez réécrire quelque chose? C'est une fonctionnalité qui est hyper puissante de faire de la réécriture. Est-ce que vous voulez faire un résumé? Hier soir, j'étais en train de me frapper un article là, de 4-5 pages sur une page web. Je lui ai demandé de me faire un résumé en 4 points et de me dire ce qu'il en retient et les risques et les opportunités. Donc ça, c'est la notion de résumé. Est-ce que vous voulez faire une étude de marché? Enfin, peu importe, il y a 10 000 cas, mais c'est une fois que vous avez contextualisé, c'est lui donner quelle est l'action que vous souhaitez faire. Donc là, j'ai mis un exemple. Je suis un marketeur qui souhaite écrire un article de blog. Donc le contexte, c'est je suis un marketeur et l'action, c'est je souhaite écrire un article de blog. Vous voyez, donc ça, c'est les deux, le résumé des deux contextes plus action.
Le troisième, c'est le ton. Vous pouvez lui dire que vous souhaitez, vous êtes sérieux, vous êtes, déconne, vous êtes optimiste, vous êtes poétique, vous êtes inspirant, vous voulez un truc sur l'humour, enfin bref, voilà, je ne vais pas tous citer tous les tons et les styles, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez lui spécifier afin de d'écrire quelque chose qui vous ressemble peut-être un peu plus. Si vous, dans la vie, vous êtes plutôt, un peu fun, avec le tutoiement, et ainsi de suite, bah, ce sont des informations, ce sont des adjectifs, des paramètres que vous pouvez lui dire: «Tiens, je suis un marketeur, mais plutôt cool, trentenaire, génération Y, qui va tutoyer mon audience». Donc ça, ce sont des choses qui sont, à spécifier afin de faire un contenu qui va vous ressembler, un peu plus. Donc ça, c'est le troisième paramètre, le ton. Le quatrième, sachez qu'il peut vous répondre dans plusieurs formats. Par défaut, il va vous écrire, sous forme de texte, enfin, il va toujours vous écrire du texte, mais avec des contraintes différentes. Vous pouvez lui dire que vous souhaitez un tableau, dans ce cas, ici. Vous souhaitez, en 3 points, comme j'ai dit tout à l'heure, bullet point, je ne l'ai pas noté. Vous souhaitez un compte rendu, vous souhaitez un discours, enfin voilà, vous lui donnez aussi les éléments sur le format afin qu'il puisse adapter aussi, le wording, la manière d'écrire en fonction, du format qui est spécifié. La notion de format, c'est cool. La notion de tableau, c'est hyper intéressant. Moi, je l'utilise souvent sur les études de marché, sur les mots-clés, lui dire: «Bah, tiens, moi, je veux trouver des mots-clés sur tel secteur. Voilà, je veux des mots-clés qui sont plutôt achat, je veux des mots-clés qui sont plutôt longue traîne et je veux des mots-clés qui sont plutôt business, par exemple, je dis n'importe quoi, et classe-les sous forme de tableau. Il me fait 3 colonnes, achat, business et longue traîne, et il me fait les 3 colonnes avec les 3 mots-clés. Donc ça, c'est plutôt bien, la notion de tableau. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez ou pas, mais hyper intéressant. Fiche de lecture, bon, vous voyez, hein, j'utilise mon génie de fils comme cas d'usage, mais oui, effectivement, c'est des formats que vous pouvez aussi utiliser. C'est pour pousser un peu le truc et vous montrer que c'est vraiment dans plein de cas d'usage. Le rôle aussi, tout à l'heure, j'ai indiqué dans le contexte un peu que j'étais un marketeur, mais c'est plus dans la notion de rôle. Qui vous êtes quand vous voulez faire telle ou telle action. C'est sûr que si vous lui dites que vous êtes un marketeur pour écrire un article de blog versus si vous êtes un rédacteur web qui est puriste en SEO, il ne va pas vous écrire la même chose de la même manière, avec les mêmes contraintes techniques. Donc, encore une fois, ben voilà, lui dire: est-ce que je suis marketeur, est-ce que je suis un philosophe? J'adore la notion de poète et d'écrivain. L'autre fois, j'ai demandé de me faire un article de blog avec Victor, à la manière de Victor Hugo. C'est plutôt très classe. Voilà, après, dépendamment un peu du ton, vous pouvez jouer aussi sur le rôle avec l'avocat, le journaliste. Enfin bref, qui vous êtes pour demander telle ou telle action. Donc là, libre à vous d'utiliser tout un tas de métiers, mais en fonction de ça, il va vraiment se mettre dans la peau du philosophe, par exemple, pour arriver à faire un contenu, enfin, un résultat, quel qu'il soit vraiment de type philosophe. Donc ça, c'est plutôt marrant à tester. Après, dépendamment des cas d'usage, ça peut être hyper pertinent. Le cinquième point, c'est l'objectif que vous souhaitez obtenir en faisant telle ou telle action. Il ne va pas vous écrire la même chose si vous souhaitez informer plutôt que vous souhaitez encourager ou générer de l'engagement. Typiquement, sur un post LinkedIn ou sur un article de blog, si vous ne lui dites pas bah, « moi, je veux faire la promotion de ma nouvelle offre de service », pardon, et ben à la fin, il ne va peut-être pas écrire la même chose. Contactez-nous. Donc voilà, c'est la notion d'objectif dans votre brief est hyper intéressant afin d'adapter la tournure du résultat. Le septième point, ce sont les contraintes. Vous connaissez sûrement, si vous faites du contenu, la notion de taille, la notion de mots, la notion de caractère, la notion de durée, si vous voulez spécifier. J'ai un exemple sur la durée, c'est je préparais un atelier la dernière fois pour la digitalisation d'un client, de process, et je lui dis, bah voilà, voici les enjeux, voici les objectifs, j'ai un atelier de 3h30,
voici tous les éléments de contexte, de ton, de style, d'avantage, et ainsi de suite, l'objectif que je veux atteindre. Et il me fait un programme quasiment à la minute en me disant, voilà, les 30 premières minutes, c'est ça, 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 ça. Donc la notion de durée, si vous lui donnez une information de durée, il va aussi vous répondre avec une notion de durée. Voilà, c'est aussi ça le message que je voulais passer. Et la notion de caractère, typiquement dans les articles de blog, si vous souhaitez un article, si vous ne lui dites pas que vous souhaitez 400 mots, il va vous écrire peut-être 300, peut-être 1000. Donc bien lui donner aussi des contraintes, un cadre, afin qu'il puisse coller à ce cadre. Le 8e et avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est le call to action. Un peu dans le style de l'objectif, mais avec une tournure certes un peu différente. Est-ce qu'à la fin de votre email, vous le souhaitez proposer un rendez-vous, faire visiter mon site web, obtenir des téléchargements, et ainsi de suite. Parce qu'à la fin, il ne va pas écrire la même chose. Si vous souhaitez proposer un rendez-vous dans le cadre de la prospection, par exemple, à la fin, il va tourner la phrase en disant écoutez, c'est cool, et puis si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous, n'hésitez pas, et ainsi de suite. Donc, la notion de call to action, quelle est l'action incitative que vous souhaitez faire à votre contenu, c'est aussi quelque chose que vous devez spécifier afin qu'il puisse s'adapter au mieux. Et le 9e point, et ça c'est un peu le bonus, c'est lui demander si c'est clair, parce qu'il est capable de vous poser des questions si ce n'est pas clair. Mais pour qu'il vous pose des questions, il faut l'inciter à vous poser des questions. Là, typiquement, je lui ai dit, est-ce que tu as des questions à me poser pour bien terminer le travail? Et oui, il me dit, oui, oui, j'ai quelques questions. Donc là, c'était dans le cadre d'un programme diététique. C'était un client qui devait faire un programme de diététique. Enfin bref, je vous livre un peu le off. Et donc, il fait tout le programme. Et puis, je lui dis, est-ce qu'il te manque des éléments? Il me dit, oui, oui. Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce que… Enfin bref, tout un tas de choses afin d'être encore plus précis dans les aliments qu'il allait proposer dans ce cas d'usage. Vous voyez, il me dit, tiens, mais combien de kilos tu veux faire perdre dans ce programme? Donc, je lui réponds 4 kilos et il me répond, 4 kilos. Donc, ça, c'est hyper important. Autant la notion de contexte et de rôle, je trouve que les gens commencent à le comprendre, autant avoir conscience que vous pouvez lui spécifier, enfin, vous pouvez lui demander de vous poser des questions afin d'être plus clair. On va le voir dans le cas de la prospection tout à l'heure, que c'est un cas d'usage qui est plutôt hyper intéressant. Et lui, il va pouvoir vous aiguiller afin d'obtenir toutes les réponses qu'il souhaite pour accomplir votre objectif. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, avant de passer à la partie 2, sur la partie contenu, je voulais m'assurer que dans le chat, tout était bon. Est-ce que vous avez, vous, des retours d'expérience un petit peu sur ces différents paramètres? Est-ce que vous aviez conscience de ça? Et est-ce que vous faites vos briefs d'une manière différente? Est-ce que vous avez trouvé des petits hacks supplémentaires qui pourraient intéresser un peu tout le monde? Allez-y, n'hésitez pas. Je ne sais jamais si on dit n'hésitez pas ou n'hésitez pas, à chaque fois que je le dis. Non, pas de… Bon, tout est clair. Ok, cool. Bon, je continue. Merci beaucoup. Donc, la deuxième partie, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est la production du contenu. Et donc, contenu, ce n'est pas que les pages web. J'ai noté 3 cas dans cet exemple précis pour toucher un peu globalement toute l'audience. Le premier cas, c'est la page web. Et dans une page web, on peut faire des pages, on peut faire des articles, on peut faire du copywriting, c'est des pages de vente, par exemple. On peut faire de la curation, c'est-à-dire aller récupérer du contenu d'autres et l'agréger, le réécrire, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer un cas d'usage sur la partie création d'une page web. Donc, j'ai à gauche, je lui dis, tiens, je suis un expert en cybersécurité. Donc, je lui dis qui je suis. Je lui dis le contexte. Tu as un blog sur le sujet, pour lui montrer déjà que tu fais déjà du contenu. Je souhaite écrire un article de blog, donc l'action, de 400 caractères. Ça, c'est les débuts des contraintes. Mais dans ces 400 caractères, je veux 3 paragraphes. Je veux un sous-titre par paragraphe. Je veux montrer dans un objectif de montrer mon expertise et que les lecteurs puissent me recommander auprès de leur réseau. Donc là, je lui donne aussi le call to action, l'objectif.
Et je lui dis, ne mets rien d'autre dans ton résultat parce que je veux faire un copier-coller, je ne veux pas m'embêter à changer des trucs. Et donc là, vous voyez, bah, il m'a fait, je n'ai pas fait tout l'article, mais hop, excusez-moi. Donc, vous voyez, il commence par un espèce de titre, les paragraphes, les sous-titres à chaque fois, et ainsi de suite, il respecte mes contraintes. Donc là, c'est plutôt, vous voyez, si je lui dis je veux écrire un article de blog sur la cybersécurité, il ne me pond pas du tout ce truc-là. Donc là, en lui donnant les paramètres évoqués au préalable, le contenu est du tout au tout différent. Et je vous montre un deuxième exemple qui est à droite, où là, je vais faire plutôt de la réécriture, parce que ChatGPT 4, donc la version plus payante, permet d'être connecté à Internet et donc de lui donner des sources. Et à partir du moment où je lui donne une source, je dis, voilà, je suis un expert en cybersécurité, je vais écrire un article de blog, mais voilà, je veux utiliser cette source. Donc, c'est un article de Kaspersky, l'antivirus qui parle des risques cyber. Je lui dis, voilà, fais-moi un résumé avec un œil critique en étant pessimiste sur les dangers. Donc là, je lui dis de quelle manière et je lui dis de quel ton. Et donc là, bon, voilà, il m'a fait le. C'est pas forcément un article de blog, c'est vraiment un résumé d'un article. Ça, c'est un cas d'usage qui est plutôt intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il faut copier les contenus des autres et les réécrire et les publier, quoique. Mais voilà, c'est un cas d'usage. C'était aussi pour vous montrer qu'on peut lui donner des sources afin de le nourrir et qu'il puisse vous donner un résultat qui soit un résumé de quelque chose que vous donnez à manger. Ça, c'est hyper cool. Donc ça, c'était sur la partie page. Sur l'exemple du post LinkedIn, là, j'ai aussi mis un paramètre que je n'ai pas spécifié avant, mais en règle générale, si vous ne faites pas un nouveau chat ou même si les gens ont déjà posé des questions, moi, j'aime bien des fois lui faire un petit reset. Je ne sais pas si ça marche réellement, mais je pense que oui, d'ignorer les instructions précédentes. Et je dis, voilà, je suis un expert. Ce qui est important, c'est voilà, assureur, expert en sécurité, article de blog, 200 mots. La thématique, c'est pourquoi en 2023, les PME devraient s'assurer. Je lui dis que le post doit être engageant. Je lui dis qu'il y a des emojis. Et je lui dis d'inciter les gens à commenter et à contacter. Donc, et là, au cas où, je lui dis, est-ce que tu as bien compris? Donc là, c'est un cas simple. Donc, vous voyez, la notion de paramètre que je spécifie avec la notion d'émoji et dans un objectif d'illustrer au maximum pour inciter les lecteurs. Ce sont des cas, ce sont des exemples qui, à la fin, va vous donner ce contenu-là. Je n'ai pas retouché, c'est vraiment un truc brut pour vous montrer qu'il a respecté. Il parle de 2023, il a les emojis, il parle de risque avec les 200 000 $. À la fin, il dit bien, n'hésitez pas à partager, à me contacter directement. Donc, il a atteint l'objectif d'engagement et de call to action. Il a même compris que dans un post LinkedIn, on devait mettre des hashtags. Je ne vais pas spécifier ça comme contrainte ou comme critère, mais il a compris que dans un post LinkedIn, dans le rôle et l'action que je lui donnais, il a noté cybersécurité, PME, sécurité numérique. Vous voyez, donc, si je n'avais pas dit que c'était un post LinkedIn, comme tout à l'heure, un article de blog, je n'avais pas pensé au hashtag. C'est surtout pour vous montrer qu'il est capable déjà de comprendre qu'un post LinkedIn est différent d'un article de blog. Donc, sous le format, vous voyez, les paragraphes, la manière d'aborder. Après, pour pousser le vice, j'aurais pu utiliser des notions de copywriting, ce qu'on appelle des frameworks. Voilà, pour vous montrer que, voilà, moi, quand je fais des prompts, c'est des prompts qui font une vingtaine de lignes et qui sont hyper complexes, hyper précis. Et forcément, on a des choses qui sont à ma sauce, quoi. Donc, paramètres de taille, d'émoji, d'engagement, d'action qui donnent un résultat comme ça. Le troisième cas que je voulais évoquer avec vous, ce sont les emails de prospection, parce que sur LinkedIn, il y a l'audience en tout cas que j'ai adressée, là, dont vous faites aussi beaucoup partie, c'est la notion d'emailing. Et là, je lui dis, je vais ignorer ce que tu as pu apprendre auparavant. Je suis un expert en marketing, mais cette fois-ci par email. Je spécifie un peu plus la branche, d'accord. Je lui dis que je suis spécialisé dans l'envoi d'emails de prospection, donc école d'emailing, d'accord.
pour le mettre un peu en confiance et lui dire que voilà, c'est pas un junior, mais c'est plutôt un senior. Et je lui dis, bah, vous avez aidé de nombreuses personnes avant moi à créer des emails, ok, avec une approche personnalisée, blablabla. Je lui dis à qui je m'adresse. Je m'adresse à des directeurs des achats de sociétés de plus de 300 salariés. Donc ça, c'est hyper important parce que vous allez voir que sur le ton, notamment, il va aussi s'adapter. Donc la tâche consiste à écrire un email convaincant à partir de zéro. Et je lui dis, bah, est-ce que. Et à la fin, bah, voilà, tu veux répondre, tu veux toujours répondre en incluant une question. Et je lui dis, bah, est-ce que toi, avec ces éléments-là, tu as bien compris afin de me faire le rendu le plus précis possible. Et c'est là où vous allez voir la beauté du truc. Il va me dire, bah non, j'ai pas tout compris, il me faut ces éléments-là. Vous voyez? Donc, il est plutôt poli. Moi, vous avez vu que dans cet exemple-là, je l'ai vouvoyé par rapport à tout à l'heure où je l'ai tutoyé. Et là, il me vouvoie lui à son tour. Donc, bien sûr, je peux vous aider. Par contre, il me dit, bah voilà, tu m'as pas tout dit. Moi, je ne sais pas quel est ton produit. Je ne sais pas quels sont tes avantages. Je ne sais pas si tu as des informations spécifiques sur la cible que tu m'as donnée. OK, tu me l'as donnée, mais est-ce que tu as des informations spécifiques? Typiquement, on pourrait dire, si on veut toucher des femmes, il va adapter la ponctuation en adéquation avec le genre féminin. Vous voyez? Est-ce que c'est une action spécifique à la fin? Tu veux quoi? Tu veux organiser une réunion? Tu veux faire inscrire un essai gratuit, blablabla. Donc, quel est l'objectif ou quel est le call to action que tu veux donner? Donc, il me dit ces 4 points. Parce qu'effectivement, pour écrire un email, bah, il faut mettre en avant vos avantages, vos produits, et ainsi de suite. Sinon, ça sera difficile à convaincre. Donc, en lui donnant, vous voyez, ces 4 points comme ça, là, il me fait quatre belles phrases. Moi, je suis assez feignant. Je lui réponds en vrac. Bah, 1, mon produit, c'est les assurances de dommages ouvrages. 2, j'ai une expertise particulière dans les assurances obligatoires et facultatives. Donc, ça, c'est les avantages. Bah, vraiment un avantage, mais c'est ce que je lui ai répondu. Sur le point 3, je lui ai dit non, c'est des sociétés de plus de 300 salariés, point barre. Et l'objectif, point 4, je lui ai dit je vais obtenir un rendez-vous. D'accord? Donc, moi, je lui ai répondu vraiment. Il m'a dit 1, 2, 3, 4. Je lui réponds 1, 2, 3, 4 de façon très succincte. Et voici ce qu'il va me donner. Premier point, je ne l'ai pas entouré, mais j'aurais dû. Il comprend que c'est un email et donc il me met un objet. C'est tout con, mais par rapport à tout à l'heure sur LinkedIn, il comprend que c'est un LinkedIn, donc il met des hashtags. Là, il comprend que c'est un email, donc il va aussi me donner l'objet. Je n'y avais pas pensé, je ne l'avais pas demandé. Il est allé un peu plus loin que sa fonction parce que je lui ai spécifié que tu étais un senior, que tu faisais du cold emailing, que tu as aidé pas mal de gens, blablabla. Donc là, vous voyez, c'est peut-être pas forcément les formats que vous avez l'habitude de voir sur du copywriting, sur des emails de prospection, parce que on s'adresse à une cible de directeur des achats, qui est plutôt carré, voilà, qui est de boîte de plus de 300 salariés, donc c'est pas salut Yannick, quoi. Donc voilà, il vous fait un message, il vous met en avant les points sur les avantages de votre produit. Éventuellement, voilà, on offre une protection complète, blablabla. Et puis à la fin, effectivement, je serais ravi de vous rencontrer personnellement pour discuter avec vous. Donc, il a accompli l'objectif, il a mis en avant les forces, il a évoqué les risques et il a enchaîné sur un rendez-vous. Et il s'est même dit, tiens, je vous invite aussi à visiter notre site web pour savoir plus sur les services et les références clients. Vous voyez? Donc, il s'est dit, tiens, je dois rassurer cette cible de directeur des achats de plus de 300 salariés. Et quels sont les éléments de réassurance pour cette cible-là? C'est éventuellement les références clients. Et donc, dans ce cold emailing, je vais mettre les références clients. Vous voyez, il est allé assez loin sur des choses à partir de petites choses que je lui ai spécifiées, il a élargi le spectre et il a été force de proposition. C'est ça qui est formidable. Donc là, moi, je ne suis pas entièrement satisfait, et ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. À partir du moment où vous commencez à dialoguer avec lui, peut-être que la première réponse n'est pas la plus adaptée. Donnez-lui d'autres contraintes par la suite, toujours dans la même conversation. Non, mais fais-moi un truc plus court, plus concis et plus percutant. Voilà. Donc, à vous après d'adapter. Mais là, il a réduit à peu près de 25% l'email, parce que la capture tout à l'heure n'était pas complète. Il a été un peu plus percutant sur la notion de wording. Il a gardé quand même cette notion de visite de site web, de rendez-vous, mais il a été un peu plus court, plus concis et plus percutant. Vous voyez, donc là, j'aurais pu lui donner plus d'informations, mais plus en avant ceci et cela. Voilà, si j'ai oublié. Moi, j'ai juste mis ces trois adjectifs, concis, court et percutant, et il garde
les contraintes précédentes, mais en adaptant avec ces points-là. Donc là, vous voyez, c'est plutôt cool. Je donnais 5 phrases, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelle est mon expérience, quelle cible, et ainsi de suite. Il me dit, mais ok, mais tu as oublié de me donner ça, 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 ça. Je lui donne ça, 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 ça. Il me fait l'email et je lui dis non, fais plus court, plus concis, plus percutant, et voici le rendu du truc. Donc c'est plutôt assez bluffant cet exemple-là, j'adore. Peut-être pour ça que sur le cold emailing, c'est peut-être pas votre cas d'usage particulier, mais je voulais surtout vous montrer que c'est la méthode en fait que je voulais vous montrer. Après, vous l'adaptez à vos usages, mais c'est vraiment la méthode que je voulais vous montrer sur vous lui spécifiez des choses, vous lui demandez les questions, il vous répond et vous lui redonnez des nouvelles contraintes. Donc avec ça, c'est plutôt bluffant. Donc voilà pour les 3 cas d'usage, la page web, le post LinkedIn et les emailing. Et je voulais juste faire une petite ouverture des chakras parce que ce sont des choses que je propose aussi. En fait, ChatGPT, là, vous le faites manuellement, mais cette partie rédaction de blog ou post sur les réseaux sociaux, sachez que moi, pour la mise en place dans des clients, j'ai pu automatiser un certain nombre de process en utilisant ChatGPT. Typiquement, comment arriver à produire 50 contenus d'un coup en lui donnant les mots-clés, en lui disant de faire les balises title, en lui disant de cibler tel ou tel mot-clé, sur tel ou tel mot-clé de mettre un lien HTML et d'arriver à envoyer ça directement dans WordPress ou dans Shopify, enfin dans votre CMS. Donc, vous lui dites 1, définir les thématiques, 2, de produire du contenu, 3, de définir les mots-clés, 4, de faire les liens internes, 5, de planifier et 6, de publier. Voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être poussées. Donc là, c'est peut-être un peu plus technique. Moi, j'utilise des outils tiers pour arriver à me connecter avec l'API. Et voilà, je voulais juste vous ouvrir les chakras pour dire que faire à la main, c'est bien aussi. C'est déjà le message que je voulais vous faire passer, d'arriver à commencer à l'utiliser si jamais vous ne le faites pas. Et sachez qu'on peut aussi aller beaucoup plus loin dans la partie contenu parce que une fois qu'on a notre gros prompt qui permet de faire un article, et on peut dupliquer ça, automatiser cette méthode et arriver à en générer. Moi, j'ai des clients sur lesquels on génère une 50aine de contenus en 3 mois sur son WordPress. Lui, il les retouche un tout petit peu. Il a mis des images, quoique l'automatisation, on arrive aussi dans un back-office qui met les images avant que l'automatisation se publie automatiquement. Voilà, sachez que ce sont des choses qui peuvent exister. C'est aussi pour vous projeter sur le fait que, 1, commencer à le faire, trouver la secret sauce, et 2, après, une fois que vous avez trouvé, il est facile de dupliquer un certain nombre de choses au sens noble du terme. Vous voyez, ça c'est des exemples de contenus à la volée qui ont été générés sur une thématique. Ici, il me génère je lui ai demandé la balise title, d'accord. Ici, vous avez un H1, ici, vous avez un H2, et ici, vous avez un mot-clé cible sur lequel il a mis automatiquement un lien HTML qui est incrusté directement dans le WordPress. Donc, ce sont des trucs qui sont plutôt oufissimes. Si vous avez à nouveau site, à rajouter un espèce de cocon sémantique en disant tiens, moi, il me faut voilà, j'ai un nouveau produit, un nouveau service, tiens, je veux générer 50 articles d'un coup. Attention, je ne prends pas le full automatique, le full IA, mais à des moments précis. Ça peut vraiment aider à passer un cap. Alors, j'ai une question effectivement que j'attendais et c'est bien qu'on me la pose. Savez-vous que si Google repère que le texte vient de ChatGPT? Google, pour bien le connaître, j'ai passé 10 ans là, dans l'agence que j'ai cédée. Google, il a un seul critère depuis 1998, qui est la date de sa sortie, c'est la qualité. À partir du moment où vous lui donnez un contenu qui est en adéquation avec la structure technique, c'est-à-dire ce que je viens de montrer là, le titre, les H1, les liens internes, la taille d'un contenu, l'expertise que vous allez montrer. Donc, ce n'est pas un texte pauvre de 200 mots, sans balisage et ainsi de suite. Lui, il regarde ça. Pourquoi il ne va pas sanctionner les contenus avec l'IA? Premier point, nous, en 2019 déjà,
2019. On commençait déjà à utiliser l'IA pour arriver à nous générer un certain nombre d'assistants pour créer du contenu. Donc, ça ne fait pas que 6 mois que Google libère du contenu avec de l'IA. Ça fait peut-être 6 mois qu'il en digère beaucoup plus, mais ce n'est pas totalement nouveau pour la production de contenu. Ça s'est démocratisé, mais ce n'est pas totalement nouveau. Deuxième point, comme je l'ai bien évoqué, si vous lui faites « écris-moi un article de blog sur la cybersécurité », oui, là, ça sera pauvre, vous n'avez pas contextualisé, vous n'avez pas donné les spécificités, vous n'avez pas donné les avantages, vous n'avez pas donné tout un tas de trucs. Voilà. Donc, c'est sûr que ce genre de contenu comme ça, de prompt, lui, effectivement, à terme, il ne va pas apporter de qualité, d'expertise aussi pour vos lecteurs, parce qu'il faut aussi beaucoup penser à vos lecteurs. Et troisième point pour lequel il ne va pas sanctionner les IA, c'est la raison pour laquelle il a sorti également son intelligence artificielle sous forme de langage naturel, qui s'appelle Google Bard, B-A-R-D, pas encore disponible en France, mais accessible via un VPN si vous vous connectez aux États-Unis. Et il a aussi son intelligence artificielle. Donc, il ne pourra pas dire « je veux sanctionner les contenus de l'IA, mais pas de la mienne ». Vous voyez, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il peut le détecter? Oui, mais peut-être, sûrement, Google est toujours plus fort que vous. Est-ce qu'il va le sanctionner? Non. Si vous respectez les 2 critères que je viens de dire, les contraintes, la taille, la structure technique SEO. Si vous, à côté de ça, vous faites d'autres choses sur le site web, si à côté de ça, vous faites des réseaux sociaux, enfin, vous êtes multicanal, voilà, les critères de Google n'ont pas évolué et ne vont pas être révolutionnés à cause de l'IA. Moi, mon avis perso, c'est que, je sais pas, d'ici, vous savez qu'aujourd'hui, en 2023, 55% du web est dupliqué. D'accord? Moi, je pense qu'en 2025, autant, peut-être la moitié ou 3/4 du web sera généré via des IA. C'est dans l'air du temps aujourd'hui. Il ne pourra pas sanctionner le présent. C'est impossible. Et encore une fois, je vous le dis, hein, ce n'est pas nouveau de générer des choses. Il y avait des outils experts qui arrivaient à faire des choses comme ça. Donc, non, j'y crois pas un seul instant. Et techniquement, c'est pas possible pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais attention, moi, je ne prône pas de faire un site, vous lancez un site, vous faites que du contenu. De toute façon, ça ne va pas marcher. Il y a 3 piliers dans le SEO, ce n'est pas que le contenu. Donc, voilà. Et si vous n'apportez pas de valeur et si vous ne respectez pas les enjeux techniques et l'expertise, ça va pas marcher dans tous les cas. Donc ça ne change pas. Donc voilà, je voulais vous dire, tiens, si jamais ça vous intéresse d'arriver à dupliquer ces méthodes-là, à automatiser, c'est ce que j'ai dit rapidement, voilà, vous aurez dans les slides le lien de ma formation sur comment automatiser sa production de contenu, comment arriver sur un site WordPress à balancer 50 contenus d'un coup et qui sont publiés toutes les semaines. N'hésitez pas. Voilà, j'utilise des outils du marché pour les interconnecter entre eux. Et vous voyez ici, ça c'est OpenAI, donc ChatGPT, pour arriver à publier sur LinkedIn, sur WordPress, sur Shopify, sur une base de données, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous êtes producteur de contenu, si vous souhaitez le faire pour vous, pour vos clients ou pour n'importe qui. Vous lirez des sites web, mais voilà, sachez que l'automatisation existe. Et moi, je le fais pour pas mal de clients et c'est la raison pour laquelle on m'a dit « Tiens, mais tu ne pourrais pas me montrer ?» Et j'ai dit « Tiens, je vais lancer la formation pour le faire. » Donc voilà, voilà, messieurs, dames, ce que je voulais vous proposer. Pour terminer sur la minute pub, je vous ai effectivement mis les liens de mes 4 prestations de services, parce que forcément, il faut bien faire un petit peu de pub pour le temps que j'ai passé avec vous. Vous pourriez voir donc sur mon site web, automatise.fr, j'ai un outil qui, en 2 mots, qui vous assiste dans votre production de contenu sur LinkedIn. Toutes les semaines, on va vous demander une idée. Cette idée va se transformer en 2 variantes de post LinkedIn. Vous allez choisir telle ou telle. En amont, je spécifie le ton, le texte, vos avantages, tout ce qu'on a dit qu'il faut spécifier, je le spécifie pour vous-même. Et toutes les semaines, il va vous produire des posts que vous pourriez après planifier sur votre LinkedIn. Donc ça, c'est ce produit-là. Le produit ici, stratégie éditoriale, c'est le fait de, à partir d'une thématique, je vous définis les 50 sujets, les 25-50 sujets, dépendamment des offres, à produire. Je vous fais les balises title, je vous dis les 3 mots-clés. Sur les mots-clés, je fais les liens sur vos pages internes et je produis l'article et je le mets en ligne sur votre CMS
en brouillon, afin que vous puissiez après le retoucher, rajouter des images éventuellement, et ainsi de suite. Et puis la formation que je viens d'évoquer. Ça, c'était juste un petit jouet qui permet de générer des idées à la volée pour quelqu'un qui veut écrire du contenu mais qui n'a pas d'idée, mais qui veut produire lui-même. Voilà, c'est cette notion de production d'idées. Donc, vous pourrez aller voir tout ça sur mon site web. Pour ceux qui ont assisté au webinaire, j'ai fait un petit code promo. Et puis, bien sûr, vous avez le lien pour, si jamais vous souhaitez prendre un rendez-vous pour évoquer un petit peu cette notion de comment automatiser sa production de contenu. Et puis, voilà, je vais boire un petit coup et laisser la place aux questions. Je vois qu'il y en a déjà. N'hésitez pas, je vais les prendre. Alors, Nicolas qui dit, pouvez-vous nous préciser la différence entre la version gratuite et la version payante? Oui. Donc déjà, la version gratuite, c'est ChatGPT 3,5 et la version payante, c'est la ChatGPT 4. Donc, il a 50 fois plus d'informations, de données, de culture, si je puis dire, de pertinence, de créativité. Donc déjà, il y a une vraie notion de différence sur les réponses entre la 3.5 et la 4. Et la 4 est effectivement accessible uniquement sur la version payante qui coûte 20 $, soit 17 € par mois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est connecté à Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ChatGPT 3.5, si vous lui dites qui a gagné la dernière Coupe du Monde, il va me dire c'est la France. Parce que lui, il s'arrête en 2021. Donc, il ne sait pas que nous avons perdu la Coupe du Monde en 2022, par exemple. Donc, en revanche, sur la version 4, donc la version payante, il se connecte à Internet, à Bing notamment, le moteur de recherche de Microsoft. Et donc, il est capable de nous sortir ces informations-là. Il est aussi capable de récupérer des sources. Typiquement, comme tout à l'heure j'ai montré, là, aller prendre cet article de Kaspersky et de me faire un résumé. Ça, c'est uniquement disponible dans la version payante. Et troisième point, il a aussi des extensions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de marketplace, des plugins, quoi, comme vous avez sur votre Google Chrome. Je vous donne un exemple de plugin moi, que j'utilise régulièrement, c'est pour lire des PDF. Donc, je lui donne un PDF à lire, 100 pages, 200 pages, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu en retiens, quels sont les 3 points. Donc, ça, voilà, un plugin de lecture de PDF, un plugin d'analyser du SEO, un plugin pour aller organiser ses voyages. Enfin, voilà, il y a tout un tas comme un App Store d'extensions pour ChatGPT qui sont disponibles sur la version payante. Donc ça, c'est les trois grandes variantes. Un, la base de données, la qualité et l'entraînement du robot. Deux, la connexion Internet. Et trois, les extensions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Avec plaisir, Nicolas. Est-ce que vous avez appris des choses? C'est important parce que faire les retours d'expérience. Est-ce que vous l'utilisez quotidiennement? Est-ce que vous avez les versions payantes? Ça, c'est les 3 choses qui m'intéressent de savoir. Ok, merci, c'est gentil. N'hésitez pas, faites pas comme notre président Emmanuel Macron qui utilise la version gratuite. Arrêtez. Passez aux choses sérieuses. Oui, pour les 3 questions, fantastique. Vous êtes le très bon élève. Et donnez-le à vos enfants, par pitié. Dans 5 ans, dans 10 ans, alors peut-être ça va prendre un peu plus de temps dans l'école que dans le web, mais là, je lisais un article hier justement sur l'éducation qui va devoir se réformer. Parce que tu ne peux pas interdire le fait que les élèves vont l'utiliser, donc il va bien falloir dealer avec, quoi. Donc apprenez à vos enfants, mon fils qui est en 6e, qui est un élève moyen, de lui dire, voilà, je suis un élève 6e moyen, fais-moi le truc. Apprenez à vos enfants à prompter. Parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la techno sera très complexe, beaucoup plus évoluée, et ça sera beaucoup plus difficile d'y accéder, à mon sens. Et c'est une révolution, c'est pas juste un gadget. Aujourd'hui, vous ne posez plus de questions pour aller commander une pizza, vous lancez une application, une demi-heure après, elle arrive chez vous, pour aller faire des virements, vous le faites depuis votre mobile. Enfin, voilà, tout ce genre d'évolution, de révolution que l'on a vécu,
Demain, on sera entouré d'IA un peu partout, chez nous, dans le travail, dans tout un tas de trucs. Donc, prenez de l'avance, vivez avec ça, prenez les opportunités que cela vous offre, plutôt que de voir la contrainte ou autre chose. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous ne voyez pas ça comme le diable, comme certaines personnes, mais sincèrement, passez-y du temps. Aujourd'hui, c'est encore accessible et démocratisé. Quand on sera à la version 10, je pense que si vous n'avez pas pris le train en marche, ça sera compliqué de réussir à y accéder facilement. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Est-ce qu'il peut faire des schémas? Oui, il peut faire des schémas. C'est une très bonne question, Cindy. Il y a un format, j'ai plus le terme en tête. J'ai plus le terme en tête. Fais voir si je ne l'avais pas enregistré sur une capture d'écran, parce que je passe ma vie à enregistrer ce genre de truc. Euh, euh, je ne le trouve pas. Mais oui, il y a des formats de schémas. Je ne pourrais plus vous répondre. En fait, c'est un espèce de, pas du code HTML, mais un truc que vous pouvez copier, et quand vous le collez dans un outil de schéma, il sera mis en forme, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais parce que j'ai pas le terme. Mais attends, je regarde si dans mes captures d'écran, là, il me semble que j'avais capturé ce truc. Mais ouais, non, je pourrais pas vous répondre là. Faites la. Ouais, non, je trouve pas. Je trouve plus, désolé. Mais oui, il peut faire des schémas, comme au même titre que l'HTML, hein, que j'ai montré tout à l'heure. Hein. In fine, il me donne de l'HTML qui va après. WordPress peut me le transformer. Ben là, en fait, il va vous donner un résultat que vous pourrez aller mettre dans un autre outil, comme du code. Hein. Quand il vous donne du code, le code, il n'est pas lisible à l'œil nu, si je puis dire. Si vous le mettez dans un éditeur de Python, par exemple, il sera lisible. Pareil sur des macros Excel, sur tout un tas de trucs, sur des scripts. Ouais, j'ai plus la capture, mais ouais. De toute façon, faites des tests. Hein. C'est à lui qu'il faut poser la question. Ouais, non, je trouve pas. Bon, désolé. Comment récupère-t-on le code? Le code de quoi? Si vous lui dites d'écrire du code, vous lui dites, moi j'ai fait ça la dernière fois, je suis sur Google Sheet, j'ai fait du scrapping de documents, enfin de données, et je lui dis, j'aimerais que tu me nettoies tout ça, les emojis, tu mettes les premières lettres en majuscules, les autres en minuscules, tu m'enlèves tous les caractères spéciaux, blablabla. Fais-moi le code pour Google Sheet sur AppScript, et puis il me donne le code que je copie-colle dans Google Sheet, et il va m'exécuter le script, quoi. Donc, le résultat que vous obtenez, vous le mettez dans l'outil que vous souhaitez, sur lequel vous l'avez interrogé, et ça fonctionne, quoi. Moi, je ne suis pas programmeur, mais je l'ai utilisé pour faire des choses comme si j'étais un programmeur, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Cindy? Yes, parfait. Merci. De toute façon, j'avais dit 9h45. Donc, si certaines ont d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, merci à ceux qui sont venus. Je vous recevrai un email avec les slides. Et puis, très bientôt, Eric. Très bientôt, tout le monde. Je prends encore une ou deux questions si vous en avez. Allez-y, allez-y. Plaisir. Il me semble que mon chat n'est pas connecté à Internet. Est-ce que vous avez la version payante, Nicolas? Alors, Cindy, je me demandais par exemple, pour un tableau, peut-on avoir un code pour le mettre dans un Excel? Non, mais si vous faites un copier-coller sous format tableau,
il me semble qu'il l'interprète de la bonne manière. Bah, si vous avez la bonne version, Nicolas, je vais vous montrer. En fait, donc là, vous avez ChatGPT 3.5, ChatGPT 4. La première chose à faire, c'est d'aller ici, dans les paramètres, d'accord? Vous avez les features ici, d'accord? Et il faut bien lui mettre Browse with Bing, il faut l'activer, et il faut activer les plugins. Une fois que vous avez activé ça, d'accord? Quand vous êtes sur ChatGPT 4, ici, vous avez des choses. Vous voyez ici la petite coche, il faut bien cocher ça. Et si je coche ça, je dis qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Je vais axer sur le foot, je lui pose une question rapide, parce que sinon, il va. Vous voyez, là, il fait browsing with the web, il cherche. Et donc, voilà, dernier vainqueur Ligue des Champions, Manchester City. Et il m'a même donné la source ici, vous voyez. Il m'a donné la source qui est accessible ici, c'est sur Foot Mercato. Voilà, donc ça, c'est vraiment de cette manière-là. Et ici, donc bien, voilà, cochez ça. Et c'est ici que vous avez également les plugins. Vous voyez, plugins. Vous ouvrez ici. Vous avez le plugin store. Donc là, il va charger. Je ne vois pas les réponses sur le chat. Attendez, je reviens. Donc, vous voyez, alors, si vous faites All, vous voyez, regardez le nombre de pages, de plugins qu'il y a. Je ne sais pas, vous tapez SEO. Vous avez déjà 8 plugins qui fait du SEO. Vous tapez copywriting. Voilà. Enfin bref, vous tapez ça. Faites ce que vous voulez. Je me remets sur le chat. Ouais. C'était quoi vous avez mis par exemple? Ouais, donc sur le tableau, Cindy, il faut tester, fais voir. Mets-moi sur le tableau les 5 derniers vainqueurs de l'année. Non, le club et l'année. Donc là, il va me faire un tableau. Ah, il va déjà. Ah, j'ai pas mis. Pardon, j'ai pas mis Browse. Il faut à chaque fois bien l'activer. Hein. Attention, tac. À chaque fois, il se réactive pas. Donc voilà, on va prendre quelques secondes. Je vais faire le test. Je vais ouvrir un fichier Google Sheet pour voir. Tac. J'aurais dû le faire sur la version normale, mais il va prendre un peu de temps. Vous voyez, il voit, enfin, il vous montre toutes les étapes qu'il est en train de faire précisément. Donc, il a ouvert une page web, il est en train de scroller. Bon, je vais juste lui dire, classe-moi les mots-clés. Il va me donner une réponse. Attention, business long trend, les mots-clés ont été choisis, tac, tac, tac. Donc, il me fait le tableau. Vous voyez? Et j'ai juste copié, fait voir. Si je copie ça ici, là, il m'a fait le tableau, vous voyez. Donc là, Cindy, ça répond à ta question. Hop, tu vois, tac, tac. Je vais mettre tout ça en noir. Je ne vais pas lui mettre de fond. Bah, là, il m'a fait le tableau. Hein. Attention, business long trend. Je ne sais pas si tu étais encore là, Cindy, ou pas, mais ouais, tu as le copier-coller du tableau qui est ici et le résultat qui est ici. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, merci beaucoup. Je me remets sur ma slide. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des besoins d'accompagnement sur l'automatisation avec ChatGPT ou tout simplement sur mes offres de services sur comment automatiser, bah voilà, n'hésitez pas.
allez visiter tout ça et puis parlez-en. Si vous connaissez des agences web, qui produisent du contenu et qui sont intéressées, c'est ce que je m'attelle à chercher dans les jours qui viennent. Merci beaucoup et puis, bah, écoutez, je vous souhaite, bel été et à très bientôt. Bye bye.